Bienvenue à la série d'apprentissage virtuel du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Veuillez noter que cette session sera offerte en français. Si vous avez manqué la session en anglais à 13h30, l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube plus tard aujourd'hui. If you missed the 1:30 p.m. English session, the recording will be available on our YouTube channel later today. Je voudrais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe et je voudrais vous encourager toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Cette session a pour but de fournir un aperçu général de votre convention collective. Nous comprenons que vous ayez possiblement des questions sur la grève potentielle, toutefois, elles ne seront pas adressées dans cette session. Vous pouvez trouver des ressources sur la grève en consultant la page ressources GC 101. Je vais maintenant passer la parole à Mathie Mulumba, qui sera notre modératrice pour la journée. Mathie, à toi la parole. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Mathie Mulumba et je serai votre modératrice pour cette session. J'aimerais premièrement vouloir reconnaître que je me joins à vous du territoire traité numéro 6, qui est le territoire des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les peuples du Canada. Communément, je suis à Edmonton. Alors, pour commencer, avant de commencer, nous allons essayer un peu de voir la connaissance générale sur les conventions collectives en répondant à un petit sondage. Ce n'est pas un test et les questions ne sont pas obligatoires, donc libre choix de répondre. Alors, on a les questions là. La première question, comment faites-vous partie d'une convention collective? La deuxième question, à quel syndicat appartenez-vous? Et la troisième question, avez-vous déjà utilisé les services de votre syndicat? Alors, on va se donner quelques secondes pour répondre à ces questions. Et on devrait avoir les réponses. Voilà. Alors, 68% à peu près ont répondu oui, que vous faites partie d'une convention collective. 50% ont indiqué le groupe duquel ils font partie. Et ensuite, 68% ont répondu que non, qu'ils n'ont pas encore eu accès aux services de votre syndicat. Alors, c'était une bonne façon d'avoir un peu de l'information générale. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre session et je vous remercie pour votre participation au sondage. Je vais laisser la parole à nos deux facilitateurs qui vont commencer par se présenter eux-mêmes et ensuite, ils vont se lancer directement dans le vif du sujet. Alors, on a avec nous aujourd'hui, et j'ai le plaisir d'accueillir Annick Campagna et Ronald Thériault. Alors, je laisse la parole à Annick et à Ronald. Merci beaucoup, Mathie. Oui, mon nom est Ronald Thériault. Moi, je suis coordonnateur pour la région de la capitale nationale, c'est-à-dire Ottawa-Gatineau, représentant de l'employeur pour le programme d'apprentissage mixte. Et ma collègue de travail, Annick Campagna, représente le syndicat. Nous sommes tous les deux sur le territoire Anishinaabe-Algonquin, dans la région d'Ottawa-Gatineau. On aimerait commencer un peu par faire un petit survol. Qu'est-ce que c'est le programme d'apprentissage mixte? Le programme d'apprentissage mixte, dans le fond, c'est un partenariat entre l'Alliance de la fonction publique du Canada et le secrétariat du Conseil du Trésor, donc le principal syndicat, et l'employeur. Les objectifs du programme d'apprentissage mixte, dans le fond, c'est d'améliorer les relations de travail, puis de mieux faire comprendre les rôles puis les responsabilités du syndicat et de l'employeur en milieu de travail. Donc, comment on fait ça? On fait ça à travers des activités qui sont disponibles, dans le fond, pour tous les employés et leurs gestionnaires de l'administration publique centrale. Qu'est-ce que c'est l'administration publique centrale? Dans le fond, c'est les organisations, les ministères qui ont comme employeur le Conseil du Trésor. Pour les autres, comme par exemple Parc Canada, Revenu Canada, l'Agence d'inspection des aliments, il y a des possibilités d'avoir des protocoles d'entente avec le programme d'apprentissage mixte, que ça peut être négocié. Puis à ce moment-là, les mêmes activités qui sont offertes
aux autres sont aussi offerts à ces organisations-là. Quelques petites, disons, choses qui caractérisent le programme d'apprentissage mixte. C'est dans leur DNA. Modèle de partenariat. Donc, le mot mix, dans le fond, dans le programme d'apprentissage mixte, mix veut dire syndical, patronal. Donc, co-gouvernance, co-gestion, co-développement du matériel d'apprentissage, des demandes conjointes des organisations, co-délivrance des ateliers, et comme on fait aujourd'hui, dans le fond, toujours des représentants du syndicat et de l'employeur dans tout ce qu'on fait. Et c'est des participations conjointes. Facilitation par les pairs. Dans le fond, il y a des facilitateurs, facilitatrices de tous les ministères, dans le fond, qui sont impliqués. Il y a des bassins dans chaque région, c'est à travers le Canada. Puis, ces gens-là reçoivent de la formation du programme d'apprentissage mixte, mais ce sont des gens qui sont volontaires. Alors, vous pouvez être facilitatrice de Santé Canada qui va faire une activité du programme d'apprentissage mixte à Transport Canada ou vice-versa. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant. Il faut se souvenir que c'est quelque chose qui est pas à temps plein, naturellement. C'est quelque chose qu'on fait de façon volontaire. Et puis, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet vraiment dans les conversations, d'avoir des conversations franches et sécures lorsqu'on se rassemble ensemble. Il y a une approche qui est importante aussi, qui appelle l'apprentissage expérientiel. On pense que les adultes, dans le fond, on est tous des adultes et puis on a d'expérience de vie. Donc, on donne des opportunités durant les rencontres qu'on a, que les gens puissent partager leur expérience. C'est très, très enrichissant. Alors, oui, c'est sûr, il y a du matériel là, quand on a nos rencontres, nos activités, mais on permet aussi des échanges et c'est le dialogue entre nous qui, dans le fond, on met la table pour permettre le dialogue sur des sujets qui sont pas toujours faciles. Les ateliers ou les discussions sont organisés sur demande des ministères. Alors, c'est un ministère, quelqu'un. Habituellement, on préfère que ce soit quelqu'un du syndicat et quelqu'un de l'employeur qui font la demande conjointe au programme d'apprentissage mixte pour avoir des activités du PAM. Et puis, à ce moment-là, il y a des différents accès à un budget qui est possible, et puis un nombre de participants pour chaque activité. Les participants peuvent choisir, dans le fond, de prendre part à 7 différents ateliers en personne. On a recommencé à en donner en personne. On en donnait beaucoup avant la pandémie. On a aussi des discussions virtuelles qui ont été très utiles durant la pandémie sur différents sujets, comme je dis, l'antiracisme, prévention du harcèlement et de la violence dans le milieu de travail, obligation d'adaptation, duty to accommodate, qu'on dit en anglais, l'équité en emploi, respecter les différences, antidiscrimination et bien sûr, compréhension de la convention collective. Une qui est très populaire aussi, santé mentale en milieu de travail. Toutes les discussions ont toujours rapport avec le milieu de travail. Comment on fait pour améliorer nos milieux de travail sur différents sujets. Donc, encore une fois, c'est vraiment des sujets qui sont des fois un peu sensibles, mais disons, l'atmosphère sécuritaire permet d'avoir des conversations là-dessus. Et puis, c'est quelque chose qui est vraiment important quand on ramène ça dans nos milieux de travail par la suite pour améliorer nos milieux de travail. Pour aujourd'hui, on a quelques petites questions qu'on va se poser, moi et Yannick, puis 2 questions d'introduction, dans le fond, sur le sujet de la compréhension de la convention collective. Alors, Annick, à toi la parole. Oui, merci Ronald. Vous m'entendez bien? J'ai eu des petits problèmes techniques au début de la journée. Donc, on vous a présenté 2 questions sur l'écran. On vous demanderait de mettre vos réponses dans l'espace de clavardage. Alors, dans le cadre de la séance d'aujourd'hui, l'approche est un peu différente des séances d'information que vous avez habituellement. Au programme, comme Ronald a nommé, les facilitatrices, facilitateurs qui animent, ce ne sont pas des experts en la matière. Leur rôle, c'est de guider les participants à travers une série d'activités et créer un espace de dialogue. Normalement, les questions seraient adressées aux participants et de là, ils travailleraient en groupe pour trouver les réponses. Alors, on vous a sorti un peu de matériel de notre pouce et donc, je vous demande la première question. Alors, pourquoi y a-t-il différents syndicats et non pas un seul pour nous tous?
Alors, je vous laisse quelques secondes pour inscrire vos réponses dans l'espace clavardage. On a des réponses qui commencent à rentrer. Excellent, c'est de bonnes réponses. Alors, effectivement, quelques-uns ont nommé qu'il y a différents groupes occupationnels, donc différentes professions dans la fonction publique. Ce qui fait que ça vient avec des différentes approches syndicales, effectivement, comme selon les fonctions. Donc, par le fait même, comme ces groupes-là ont des besoins différents, ils vont être représentés par différentes conventions collectives. Par exemple, les infirmières n'auraient pas les mêmes besoins et conditions que le personnel administratif. Donc, c'est important de pouvoir les représenter dans leur groupe et leurs fonctions. Et maintenant, si je vous demande quels sont les éléments qu'on peut retrouver dans une convention collective, et je vous mets au défi d'en nommer 5. Conditions salariales, effectivement. Salaire, congé. Excellent, de bonnes réponses, de bonnes réponses. Alors, dans la Convention, il y a 2 grandes catégories de clauses. On va retrouver, dans un premier temps, les clauses, comme vous venez de nommer, qu'on connaît bien. La plupart d'entre vous ont sûrement ouvert la Convention pour consulter l'échelle salariale qu'on retrouve en annexe. Mais on retrouve aussi beaucoup d'autres choses. Et la première catégorie, c'est les clauses qui sont relatives aux conditions de travail. Donc, les avantages sociaux, les types de congés, les vacances, les jours fériés, le temps supplémentaire, voyons, je viens de le dire, les mesures de santé et sécurité physique, psychologique, telles que le harcèlement sexuel, les mesures disciplinaires, la formation. L'autre catégorie de clauses qui sont peut-être moins familières pour vous, c'est les clauses qui sont relatives aux relations de travail. Et normalement, ces clauses-là viennent en tout premier dans la Convention. Alors, vous allez avoir l'article 1 qui va nommer l'objet et la portée de la Convention, suivi d'un bloc de définition. Ça aussi, c'est important au cours dans la Convention, vous allez avoir une terminologie. Parfois, on a besoin de se référer aux termes. Je prends l'exemple de la famille. Qu'est-ce qu'on entend par une famille? Qui est inclus dans une famille? Alors, au début, vous allez avoir des définitions qui vont vous aider à comprendre la terminologie. Dans la première catégorie, donc, de relations, des clauses relatives aux relations de travail, vous allez avoir les clauses qui réfèrent à comment les parties vont travailler. C'est quoi le droit de la direction, qu'on appelle aussi le droit de gérance, la reconnaissance syndicale, les procédures en cas de grief et d'arbitrage, la consultation syndicale patronale, les comités mixtes. Donc, ça va être des clauses qui vont parler de comment les parties travaillent ensemble. Je pense qu'il y a dans le chat le lien pour trouver, si vous ne savez pas si vous n'avez pas consulté votre convention, elles sont disponibles aussi, vous pouvez les trouver sur le lien qu'on a affiché.
Ronald, je vais te passer la parole pour donner un survol de c'est quoi notre atelier sur la convention collective. Oui, comme tu as mentionné, merci Annick. Comprendre la convention collective, en fait, il y a deux façons. Comme j'ai mentionné, il y a une session en discussion virtuelle qui est possible, habituellement sur MS Team. Ça peut être jusqu'à 4 heures, ou un atelier en personne. Alors, d'une journée ou de 1,5 jours. Alors, c'est sûr qu'on couvre plus dans un atelier à personne. On encourage les gens, bien sûr, à demander des ateliers en personne maintenant que c'est disponible. Déroulement, ben, c'est ça, c'est pas juste, disons, comme de l'information, c'est vraiment des très, très participatifs. Donc, il y a des études de cas, par exemple, qu'on pourra regarder. On divise les gens sous groupes, il y a des exercices, il y a des plénières. Dans le fond, on respecte un peu un cycle d'apprentissage. On regarde, on partage nos expériences, on analyse un peu les situations. Et puis après ça, ben, naturellement, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des outils quand on passe à l'action, puis comment on ramène des choses dans nos milieux de travail lors des discussions. Donc, c'est la même chose pour l'atelier ou la discussion, comprendre la convention collective. Les objectifs, c'est dans le fond de faire la promotion d'un apprentissage continu sur la compréhension, l'interprétation, c'est difficile des fois ça, et l'application de la convention collective. On veut aussi que les participants, dans le fond, augmentent leurs capacités, leurs compétences personnelles. On peut, c'est sûr, aller voir quelqu'un, un représentant syndical, un ou une collègue qui a plus d'expérience pour nous aider à interpréter puis à comprendre la convention, mais c'est bon d'avoir des outils aussi qu'on peut essayer d'appliquer pour mieux comprendre la convention. Alors, on reporte toujours avec des outils. Puis, on essaye, c'est sûr, d'aider un peu aussi à une application consistante d'un ministère à l'autre pour les points de la convention collective. On a déjà mentionné qu'on ne parle pas de grève aujourd'hui, même s'il y a une possible grève dans l'air, mais lorsqu'on a des ateliers comme ça, on ne se gêne pas, on discute des sujets. Ce n'est pas toujours des cas particuliers qui sont, parce que c'est important, je pense, à un moment donné, pour les cas particuliers, d'aller voir dans nos ministères les gens qui sont concernés. Ça peut nous aider avec des spécialistes, dans le fond, de la question, mais on ne se gêne pas pour parler de ces choses-là durant les rencontres. Entre autres, des questions qu'on se pose durant ces choses-là, puis je vais te poser une question, Annick. Qu'est-ce qu'une convention collective? À quoi ça sert finalement? Alors, c'est une très bonne question, Ronald. D'abord, une convention collective, c'est une entente écrite et exécutoire que deux parties vont conclure de façon habituellement volontaire et qui est le résultat des négociations. On l'appelle aussi communément le contrat ou l'entente. Comme j'ai dit précédemment, l'article 1 de la plupart des conventions collectives va donner l'objet et la portée de la convention. C'est une façon d'assurer la paix des relations de travail entre les parties parce que pendant la durée de la convention, les deux parties n'ont pas le droit de faire de grève ni de lockout. C'est seulement quand la convention est issue que ça peut être utilisé comme moyen de négociation. C'est aussi un instrument de justice sociale dans le sens où elle assure l'équité et l'égalité de traitement pour tous les employés. Et finalement, c'est aussi un outil de gestion et de planification pour la gestion, pour la direction. Ça va être d'utiliser cet outil-là pour définir des procédures sur des questions comme les vacances, les promotions, les mesures disciplinaires, etc. Merci beaucoup, Annick. Deuxième question, peut-être pour toi. Quelles sont les parties à la convention collective? Dans le fond, c'est qui est visé par la convention? Les parties vont être indiquées sur la page couverture de la convention. Par exemple, convention entre l'Alliance de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada, ou encore entre l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor. Et ce sont les représentants de ces deux parties-là qui vont signer la convention au nom des employés et de la gestion. La convention s'applique à l'employeur, au syndicat, aux membres du personnel désignés dans l'article
objet est porté et dans celui de la reconnaissance syndicale. Les personnes salariées sont, elles, nommées, désignées par leur unité de négociation sur la page couverture. Alors, que les gens soient syndiqués ou non, quand il y a présence syndicale dans une organisation, tout le monde est assujetti à la convention. Et ce qui est important de retenir, c'est que le fondement d'une convention collective, c'est son application collective. Donc, les conditions d'emploi sont convenues au nom d'une collectivité. Ça veut dire que les personnes salariées à qui s'applique la convention ne peuvent pas conclure un accord individuel avec l'employeur en dehors de ces modalités-là. Toute entente individuelle qui se ferait par la suite, ça n'a aucune valeur juridique. Ça serait sans avenue, inapplicable et même illégal. Ronald, j'ai aussi des questions pour toi. Je te demanderais, quel lien existe-t-il entre la convention collective et une politique de l'employeur? Et en cas de conflit, laquelle des deux primerait? Tu as déjà dit qu'il y avait des droits, les droits des gestionnaires, on appelle ça des droits résiduaires, dans le fond, que la direction possède. L'employeur conserve tous les droits, dans le fond, qui ne sont pas modifiés par la convention collective. Alors ça, c'est quand même important. Donc, l'employeur peut accorder aussi d'autres droits là, aux personnes salariées. Ces droits sont habituellement décrits dans des politiques de l'employeur. Ces politiques de l'employeur-là servent, dans le fond, aussi à expliquer des droits prévus par la convention collective. Maintenant, tu as posé la question, dans le cas où la politique et la convention seraient en conflit, lequel devrait avoir préséance? En fait, la politique de l'employeur ne doit pas contrevenir à la convention collective. En cas de conflit entre une politique de l'employeur et une convention collective, c'est la convention qui prime. Un exemple, à ce moment-ci, il y a une discussion aux tables de négociation sur le télétravail. À ce moment, ça pourrait se trouver dans les politiques de l'employeur. Mais les syndicats aimeraient que ce soit dans la convention collective. Si c'est le cas, si ça se retrouve dans les conventions collectives, lequel va avoir préséance, les politiques de l'employeur ou la convention collective? Ce sera la convention collective. Excellent, merci. Et pourrais-tu nous expliquer ce qu'est un grief et c'est quoi le lien entre un grief et l'application de la convention collective? En fait, un grief, c'est une plainte officielle. C'est aussi un mécanisme, dans le fond, qui est prévu. Donc, advenant qu'on pense qu'on a un droit qui est dans la convention, puis que notre droit n'est pas respecté, ou on pense, je dis toujours on pense parce qu'il faut consulter, hein, il faut avoir des discussions parce que des fois, on peut avoir tort aussi de la manière qu'on interprète la convention. Mais si on a un droit qui est prévu par la convention collective, puis on dit oui, on a ce droit-là, puis le droit n'est pas répondu, à ce moment-là, on peut faire un grief. Les circonstances, là, puis la façon dont les griefs sont présentés, le mécanisme, le processus formel, dans le fond, il est énoncé dans l'article de la Convention collective portant sur la procédure de règlement des griefs. Tu l'as mentionné tantôt dans tes questions. Un processus formel, oui. Par contre, je dirais que c'est toujours mieux d'essayer de régler les litiges de façon informelle, si possible. Comment on fait ça? Ben, on en discute. On demande à notre gestionnaire ou à un collègue ou une collègue. On a une discussion là-dessus. On va voir notre représentant syndical. Puis là, il y a une discussion qui a lieu. Ça arrive parfois qu'à un moment donné, assez souvent, que le grief a déjà été présenté. Par le passé, vous n'êtes pas nécessairement la première personne qui va faire le grief. Alors, s'il y a une jurisprudence, s'il y a eu des arbitres qui ont pris une décision sur une situation quelconque, à ce moment-là, c'est ça vous n'avez pas besoin d'aller en grief parce que ça ne donnera rien. Au bout de la ligne, l'arbitre va dire, bien, il y a une jurisprudence sur ce sujet-là. Alors, il y a des moyens d'aller voir aussi les décisions passées qui ont été prises par les arbitres, mais ça, absolument, c'est notre représentant ou notre représentante syndicale qui peut nous aider là-dedans. Merci. Une chose que j'aimerais dire aussi, Annick, c'est que les ressources, dans le fond, sont disponibles, ils vont être disponibles sur la page wiki du réseau des jeunes fonctionnaires. Alors, il y aura des choses qui sont là. Il y a des liens aussi qui sont disponibles. Probablement dans le chat, mais en tout cas, on a un code QR, je pense qu'on pourrait présenter, que les gens pourraient
apprendre. Puis ça va vous mener, dans le fond, au programme d'apprentissage mixte. Puis à partir de là, ben, vous aurez beaucoup de détails, en tout cas en ce qui concerne les discussions ou l'atelier sur la convention collective. Si vous avez des choses spécifiques, bien sûr, c'est beaucoup à l'intérieur des ministères qu'il faut aller voir et puis aller consulter la convention collective. C'est pas c'est beaucoup de pages, une convention collective. C'est rare qu'on va lire ça du début jusqu'à la fin, mais on peut le consulter, il faut le consulter. Puis c'est quelque chose aussi qui va qui évolue beaucoup d'une convention collective à l'autre. Tu as mentionné, Annick, l'aspect de la famille, c'est quelque chose qui a vraiment évolué dans les conventions collectives, d'une convention collective à l'autre. Annick, si tu veux terminer. Oui, excellent. Ben, merci. Enfin, on vous invite évidemment à nous contacter, à visiter notre site si vous voulez faire des demandes d'ateliers en personne ou des discussions virtuelles. C'est un outil de valeur pour vos organisations. Donc, c'est tout simplement de remplir un formulaire web que vous allez trouver sur notre site. Et comme mentionné un peu plus tôt, pour ceux et celles que ça pourrait intéresser de faciliter pour le PAM, on est toujours à la recherche, on recrute en continu des facilitateurs et facilitatrices. La facilitation se fait à deux, donc il y a toujours une personne qui représente l'employeur et une personne qui représente le syndicat. C'est une formation de 5 jours que le PAM offre. Et la rétroaction des facilitateurs, c'est que c'est une expérience unique en soi. C'est aussi une bonne façon de devenir des agents de changement dans vos milieux pour avoir un environnement plus sain, inclusif, diversifié. Et aussi, c'est un développement de compétences qui sont transférables dans plein d'autres secteurs et sphères professionnelles et personnelles. Donc, on vous encourage fortement à nous contacter, soit par le code QR il y a aussi les liens dans le clavardage, c'est, je crois, donc le www.glp-pam.com. Et voilà, on vous remercie énormément de nous avoir accueillis. C'est une belle vitrine pour nous. On espère d'avoir de vos nouvelles. Merci. Mais je vous remercie beaucoup, Annick. Je vous remercie aussi, Ronald. Merci aussi aux participants. Juste mentionner que on n'a pas le temps de répondre aux questions qui sont dans le clavardage, mais on va les partager avec Annick et Ronald qui pourront ensuite nous redonner des réponses et l'équipe va pouvoir vous les renvoyer pour y répondre. Alors, nous avons une dernière question de sondage et je vais laisser Olivier prendre la parole pour nous conduire à la fin. Merci encore à tout le monde. Merci beaucoup, Mathie. Merci beaucoup, Ronald et Annick. J'ai beaucoup appris aujourd'hui sur les conventions collectives, puis aussi sur l'importance de bien se renseigner sur sa propre convention collective et non seulement des pourparlers qu'on pourra entendre de collègues ou d'amis, donc vraiment se fier à la source et aux professionnels, aux experts en la matière. Je vais lancer un dernier sondage. Ça va prendre juste quelques petites secondes. Voici. On ne va pas partager les réponses. C'est juste pour notre équipe pour savoir si l'événement était utile pour vous, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Sinon, vous pouvez également nous suivre le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux sur tous les médias sociaux, en suivant également le code QR qui est à l'affichage en ce moment. On a plusieurs événements qui s'en viennent dans les prochains mois, dont des journées d'apprentissage en personne qui sont toujours une bonne façon d'apprendre et puis d'apprendre à connaître également d'autres collègues qui travaillent dans la même ville que vous. Donc, belle occasion de réseauter. Si vous voulez en savoir plus sur le RGFF ou sur les conventions collectives, consultez notre page ressources du GC Wiki RGFF. Il y a des liens vers les politiques et vers de futures opportunités d'apprentissage également sur la page. Donc, merci à tous de vous être rejoints à nous aujourd'hui et puis à la prochaine.